Ma propre mère m'a abandonné à l'aéroport alors que je n'avais que 16 ans, tout ça pour profiter de vacances luxueuses avec son nouveau mari et ses enfants. Elle m'a dit, tu peux te débrouiller. Elle a haussé les épaules. J'ai appelé mon père éloigné, qui est arrivé en jet privé. Quand elle est rentrée, elle a trouvé ma chambre vide, illégalement vide. Je suis Camille Dubois, 34 ans maintenant. Avant de partager comment j'ai transformé cet abandon en triomphe, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de résilience et de rédemption. Mon enfance à La Rochelle, Charente-Maritime a commencé comme un livre d'histoire. Nous vivions dans une maison de style charentais avec des volets bleus à seulement 3 pâtés de maison de la plage. Ma mère Stéphane travaillait comme agente immobilière tandis que mon père Jacques construisait son entreprise de conseil en technologie. J'étais leur unique enfant et jusqu'à mes 12 ans. Je croyais que nous étions la famille parfaite. Papa entraînait mon équipe de football le week-end. Maman encourageait depuis les lignes de touche et les vacances étaient remplies de rires et de traditions. Les premières fissures sont apparues quand j'avais 11 ans. Les disputes chuchotaient derrière les portes closes, la tension au dîner, et mon père dormant dans la chambre d'amis. Je faisais semblant de ne pas remarquer, convaincu que c'était temporaire. Puis vint la nuit où j'ai trouvé maman en pleurs à la table de la cuisine. Des papiers de divorce étalés devant elle. Ton père a choisi sa carrière plutôt que nous, m'a-t-elle dit. Bien des années plus tard, j'apprendrai que la vérité était bien plus compliquée. Le divorce fut finalisé en quelques mois. Papa déménagea sur la Côte d'Azur pour reconstruire son entreprise en difficulté, promettant d'appeler chaque dimanche et de rendre visite pendant les vacances. Maman conserva la garde principale, gardant notre maison familiale, tandis que papa envoyait des chèques mensuels dont maman se plaignait qu'ils n'étaient jamais suffisants. Ces 2 premières années, je vivais pour les appels de papa et ses visites occasionnelles. Maman semblait en vouloir pour chaque moment que je passais à parler de lui ou à lui parler. Il nous a quittés, Camille, me rappelait-elle. Comme si son déménagement à travers le pays était un abandon plutôt qu'une nécessité. Quand j'ai eu 14 ans, tout a encore changé. Maman a rencontré Antoine Bernard lors d'un gala de charité. Il était récemment divorcé. Riche grâce à sa carrière dans la banque d'investissement et avait 2 enfants proches de mon âge. Leur idylle fulgurante ne dura que 4 mois avant qu'Antoine n'emménage chez nous. Amenant avec lui Étienne, 15 ans, et Adèle, 13 ans. Notre maison parut soudain trop petite. J'ai renoncé à ma salle d'art pour qu'Adèle puisse avoir sa propre chambre plutôt que de la partager avec moi. Étienne s'est emparé du sous-sol que j'utilisais comme chambre noire photographique. Nous devons faire des aménagements, expliqua maman. Ils ont beaucoup traversé avec le divorce. Il semblait qu'on s'attendait à ce que je comprenne le traumatisme du divorce pour tout le monde sauf moi-même. La dynamique changea presque immédiatement. Maman se transforma sous mes yeux, adoptant les préférences et les priorités d'Antoine. Elle échangea son style décontracté contre des vêtements de créateur. Annula nos brunchs traditionnels du dimanche pour assister à des événements de club UP et commença à désigner les enfants d'Antoine comme les enfants tandis que je devenais ma fille lorsqu'elle nous présentait à d'autres. De petites inégalités grandirent avec le temps. Quand Étienne eut besoin d'une voiture, Antoine lui acheta une nouvelle citadine. Quand j'ai eu mon permis, maman suggéra que je pourrais utiliser sa vieille berline quand elle serait disponible. Adèle reçut une rénovation complète de sa chambre avec des meubles sur mesure. Ma chambre resta inchangée depuis mon enfance. Antoine est généreux avec son argent, disait maman quand je questionnais les disparités. Nous devrions être reconnaissants. Mon père remarqua les changements lors de ses visites de plus en plus rares. Tu sembles différente, Cam, dit-il pendant les vacances de Noël quand j'avais 15 ans. Tout va bien à la maison? Je minimisais mes inquiétudes, ne voulant pas l'accabler quand il était clairement en difficulté. Ses vêtements semblaient usés, sa voiture de location était basique, et ses cadeaux étaient attentionnés mais modestes. Pendant ce temps, Antoine venait d'offrir à maman un bracelet en diamant qui coûtait plus que l'intégralité de l'entreprise de papa Jacques. Papa essaya de maintenir notre relation malgré la distance. Il envoya des lettres que je recevais rarement. Passa des appels qui tombaient souvent sur la messagerie vocale et suggéra des visites estivales que maman décourageait avec des commentaires sur des conditions de vie peu sûres et son mode de vie irresponsable. Je découvrirai plus tard que papa avait envoyé des cadeaux d'anniversaire qui ne m'étaient jamais parvenus et avait appelé bien plus souvent que je ne le savais. L'école devint mon refuge. Je maintenais des notes parfaites, j'ai rejoint le club de photographie, et j'ai gagné un concours régional avec ma série de photos sur l'érosion côtière.
J'ai ramené le trophée à la maison, excité de partager ma réussite, seulement pour trouver la maison vide. Ils étaient allés célébrer l'entrée d'Étienne dans l'équipe première de basketball. Mon trophée finit sur mon bureau tandis que les trophées de basketball d'Étienne remplissaient les étagères du salon. J'essayais de me connecter avec mes demi-frères et sœurs, mais ils restèrent distants. Étienne m'ignorait à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose, tandis qu'Adèle faisait des commentaires subtils sur mes vêtements, mes amis, et la manière dont je ne collais pas vraiment à leur nouvelle image de famille. Quand je me suis confié à maman, elle suggéra que j'essaie plus fort et que je sois plus comme Adèle. À 16 ans, j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Je dînais avec la famille, mais restais silencieuse tandis qu'Antoine discutait des perspectives sportives d'Étienne et des relations sociales d'Adèle. Maman, autrefois ma plus fervente avocate, me regardait maintenant à travers les yeux d'Antoine, voyant toutes les manières dont je ne complétais pas leur nouvelle famille parfaite. Les discussions financières ne m'incluaient jamais, bien que j'en ai suffisamment entendu pour comprendre qu'Antoine contrôlait l'économie du ménage. Maman, autrefois indépendante, demandait maintenant la permission pour les achats et justifiait les dépenses me concernant. Camille a besoin de nouvelles lunettes, disait-elle d'un ton apologétique comme si mes besoins fondamentaux étaient une imposition. Malgré tout, je n'avais jamais imaginé ce qui allait arriver. Je n'ai jamais pensé qu'une mère puisse simplement partir en laissant son enfant dans un terminal d'aéroport. Mais avec le recul, les signes étaient là depuis le début. Je ne pouvais tout simplement pas croire que la femme qui avait autrefois été tout mon monde puisse jamais me considérer comme superflu. L'annonce vint lors d'un dîner en février. Antoine tapota son verre, attirant l'attention de tous. « J'ai une surprise », annonça-t-il, son sourire principalement dirigé vers ma mère et ses enfants. « J'ai réservé des vacances en Europe pour les vacances de printemps. 2 semaines à visiter Londres, Paris et Rome. » Adèle poussa un cri de joie tandis qu'Étienne donnait un signe de tête approbateur. Maman halta, tendant la main vers celle d'Antoine. « C'est incroyablement généreux, chérie. » Je restais assise tranquillement, attendant d'être incluse dans l'excitation. Après plusieurs instants de discussion animée sur la mode à Paris et l'histoire à Rome, je pris finalement la parole. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu voir l'Europe. Un regard étrange passa entre maman et Antoine. Oui, eh bien, ce sera toute une expérience, répondit Antoine vaguement. Dans les semaines qui suivirent, les préparatifs de voyage commencèrent. Maman emmena Adèle faire du shopping pour de nouvelles valises et des vêtements de voyage. Étienne reçut un forfait téléphonique international et un nouvel appareil photo. Pourtant, chaque fois que je posais des questions spécifiques sur l'itinéraire ou ce que je devais emporter, les réponses étaient étrangement évasives. « Ne t'en fais pas pour l'instant, disait maman. Concentre-toi juste sur tes examens de mi-semestre. » 2 semaines avant le départ, j'ai trouvé un itinéraire détaillé sur le comptoir de la cuisine pour les réservations d'hôtels, pour les passes de musée, pour les billets de train entre les villes. J'ai confronté maman pendant qu'elle pliait du linge. Les documents de voyage ne montrent que 4 personnes. Y a-t-il une erreur? Elle évita mes yeux. Antoine s'occupe de tous les arrangements. Je suis sûr que tout est en ordre. J'essayais de la croire, mais le doute s'était fermement installé dans mon esprit. Je commençais à faire ma valise quand même, recherchant les villes que nous visiterions et pratiquant des phrases de base en français et en italien. J'ai même dépensé mes économies pour un adaptateur universel et un guide de voyage. La nuit avant notre départ, j'étais dans ma chambre en train de finir ma valise quand j'ai entendu des voix s'élever de la chambre de maman et Antoine à travers le couloir. « Elle va faire une scène », dit Antoine, sa voix tendue par l'irritation. « Que étais-je censé faire ?» répondit maman. « Tu as dit que tu ne paierais pas pour sa part. » J'ai été clair depuis le début. Ce voyage est pour notre famille. Camille n'a jamais fait d'effort pour en faire partie. C'est ma fille, Antoine, et tu as fait ta part. Elle a 16 ans, pas 6. Une seule déception ne la tuera pas. Leurs voix baissèrent, et je n'ai pas pu entendre la réponse de maman. Je me suis assise sur mon lit, l'estomac noué par l'anxiété. Sûrement, maman ne laisserait pas cela arriver. Sûrement, il y avait un malentendu. Le lendemain matin, nous avons chargé nos bagages dans le SUV d'Antoine. Personne ne commenta le fait que ma valise était la seule dans le coffre, tandis que les autres avaient été chargés la nuit précédente. Le trajet jusqu'à l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry fut tendu et silencieux. J'essayais de faire la conversation sur les sites historiques de Rome, mais ne reçus que des réponses hâtives. Quand nous atteignîmes le terminal international,
Antoine tendit à maman quelques papiers. Occupe-toi de ça, marmonna-t-il avant de mener Étienne et Adèle vers le comptoir d'enregistrement. Maman se tourna vers moi. Son expression un masque que je ne pouvais lire. Camille, il y a eu un changement de plan. Quel genre de changement? Ma voix parut petite, même à mes propres oreilles. Tu ne viendras pas en Europe avec nous. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Quoi? Pourquoi est-ce mon passeport? Quelque chose est arrivé? Antoine estime que ce devrait être un voyage juste pour nous et les enfants. Il pense que tu es assez grande pour rester seule à la maison pendant 2 semaines. Tu me laisses derrière. Tu les choisis eux plutôt que moi. Ma voix monta, attirant les regards des voyageurs à proximité. Ne fais pas de scène, siffla maman, jetant un regard nerveux vers Antoine. Il ne s'agit de choisir personne. C'est juste des vacances. Si ce ne sont que des vacances, pourquoi ne puis-je pas venir aussi? Antoine paie pour ce voyage et c'est lui qui décide qui vient. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit de l'argent liquide. Voici 200 €. Tu peux prendre un taxi pour rentrer à la maison. Il y a de la nourriture dans le frigo et Madame Duval à côté viendra prendre de tes nouvelles. Je fixai l'argent, incapable de comprendre ce qui se passait. Tu m'abandonnes à l'aéroport. Tu m'as fait faire ma valise. M'a conduite ici juste pour me laisser. Tu es dramatique, dit-elle, bien que j'aie aperçu une lueur de honte dans ses yeux. Tu peux te débrouiller. Tu es intelligente et responsable. Antoine appela depuis le comptoir d'enregistrement, faisant signe impatiemment. Maman le regarda, puis me regarda à nouveau. Je dois y aller. L'enregistrement international prend du temps. Maman, s'il te plaît. Je sentis les larmes monter. Ne fais pas ça. Pendant un instant, quelque chose comme le doute traversa son visage. Puis Adèle appela. Maman, nous avons besoin de ton passeport. Et l'instant disparut. J'appellerai quand nous atterrirons à Londres, dit-elle. En me pressant l'argent dans la main. Sois sage, Camille. Elle s'éloigna, faisant rouler son bagage à main derrière elle, sans regarder une seule fois en arrière. Je restai figé, regardant tandis qu'il passait la sécurité. Adèle, se retournant une fois pour me faire un petit signe narquois. Tu peux te débrouiller, avait haussé les épaules maman. Ces 5 mots révélèrent tout sur le peu d'importance que j'avais. Je restai seul dans le terminal animé, entouré de familles se retrouvant et de voyageurs excités, sans nulle part où aller et sans personne vers qui me tourner. À cet instant, je compris que la mère que je pensais connaître avait disparu bien avant qu'elle ne s'en aille physiquement. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, serrant les 200 € et regardant le point de contrôle de sécurité où ma famille avait disparu. Des gens affluaient autour de moi, me heurtant parfois les épaules, marmonnant des excuses ou jetant des regards irrités à l'adolescente qui bloquait le passage. La réalité s'effondra quand une famille avec de jeunes enfants me demanda de me déplacer pour qu'ils puissent accéder au comptoir d'enregistrement. Je titubais vers un banc proche, mes jambes soudain incapables de me soutenir. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber mon téléphone 2 fois en essayant de le déverrouiller. Qui pouvais-je appeler? Mes amis de l'école voyageaient tous pour les vacances de printemps. Mes quelques parents vivaient à travers le pays. La maison serait vide pendant 2 semaines, et bien que je puisse physiquement y survivre seul, l'idée de retourner dans cet espace silencieux rempli de preuves de mon superfluité me donnait la nausée. Ça va, ma chérie? J'ai levé les yeux pour voir une employée de la compagnie aérienne en uniforme bleu me regardant avec inquiétude. Son badge nominatif disait « Hélène, I ». Ma voix se brisa et à mon horreur, je me mis à sangloter de manière incontrôlable. Hélène s'assit à côté de moi, sa main douce sur mon épaule. Prends ton temps. Respire profondément. Quand j'ai pu parler à nouveau, j'ai expliqué ce qui s'était passé entre des sanglots octants. L'expression d'Hélène passa de l'inquiétude à l'indignation. Ils t'ont juste laissé ici? Ta mère t'a abandonné à l'aéroport? Quand j'ai hoché la tête, elle se leva d'un air décidé. Viens avec moi. Elle me conduisit à une porte réservée aux employés, glissa sa carte d'accès, et me guida vers un salon tranquille avec des fauteuils confortables et une fontaine à eau. C'est notre salle de repos. Tu peux rester ici pendant que tu arranges les choses. Elle me tendit une boîte de mouchoirs. As-tu quelqu'un que tu peux appeler? La question me força à affronter la douloureuse vérité de mon isolement. Je fis défiler les contacts de mon téléphone, voyant des noms de camarades de classe qui étaient des amis mais pas des confidents.
des professeurs qui seraient obligés de signaler l'abandon aux autorités, des voisins qui ne me connaissaient qu'en passant. Et puis je l'ai vu. Papa, je n'avais pas parlé à mon père depuis près de 2 mois. Notre dernière conversation avait été guindée, surveillée par maman, qui n'arrêtait pas de regarder sa montre et de soupirer bruyamment. Mais il était toujours mon père. Je pourrais appeler mon père, dis-je avec hésitation. Mais il vit sur la Côte d'Azur, et les choses ont été compliquées. Compliquées comment? Demanda doucement Hélène. Ma mère a la garde principale. Elle n'encourage pas notre relation. Et je pense qu'elle a peut-être intercepté ses appels et ses lettres. La réalisation m'a paru tandis que je la prononçais. Eh bien, compliqué ou non, c'est ton père. Et ce que ta mère a fait est illégal. C'est un abandon de mineur. Le mot abandon rendit la chose réelle. Ma propre mère m'avait abandonné. Hélène me laissa de l'intimité pour passer l'appel, s'écartant juste devant la porte. Avec des doigts tremblants, j'affichai le contact de mon père et appuyai sur appeler, m'attendant à moitié à tomber sur la messagerie. Il répondit à la 2e sonnerie. Cam, tout va bien? Son inquiétude immédiate déverrouilla quelque chose en moi, et je m'effondrai à nouveau. À travers les larmes, j'expliquai ce qui s'était passé. L'annonce des vacances, l'exclusion subtile, l'abandon à l'aéroport. Elle est juste partie. Papa. Elle n'a même pas regardé en arrière. Le silence à l'autre bout fut si long, j'ai cru que nous avions été déconnectés. Puis je l'ai entendu expirer lentement. Je viens te chercher, Cam. Reste exactement où tu es, mais tu es sur la Côte d'Azur. Peu importe si tu es en Antarctique. Je viens. Il me faudra quelques heures pour arranger les choses, mais je viens. Peux-tu rester en sécurité d'ici là? Il y a une employée de la compagnie aérienne qui m'aide. Hélène, passe-la au téléphone, s'il te plaît. J'ai rappelé Hélène et lui ai tendu mon téléphone. Elle parla brièvement avec mon père, hochant la tête et fournissant des détails sur l'endroit où j'étais. Quand elle me rendit le téléphone, la voix de papa était stable. Hélène s'assurera qu'on s'occupe de toi jusqu'à ce que j'arrive. Je pars tout de suite, Cam. Je promets que je ne te décevrai pas. Après que nous ayons raccroché, Hélène m'apporta un sandwich et une boisson gazeuse de la cafétéria des employés. Ton père semble être un homme bien, dit-elle. Il est très inquiet pour toi. Je ne l'ai pas beaucoup vu ces dernières années. J'ai admis que maman avait toujours des raisons pour lesquelles les visites n'étaient pas pratiques. Au fur et à mesure que les heures passaient dans la salle de repos, je repassais des moments des 4 dernières années. Les cadeaux de Noël de papa qui semblaient moins personnels avec le temps, comme s'il ne savait plus ce que j'aimais. Les appels qui devinrent moins fréquents. Les lettres qui cessèrent d'arriver. Avait-il renoncé à moi? Ou maman avait-elle créé des barrières dont je ne connaissais pas l'existence? J'ai pensé à mon isolement progressif à la maison. La manière dont les enfants d'Antoine recevaient la priorité en tout, de l'espace dans la chambre à l'inclusion dans les vacances. La manière dont maman se transforma de ma protectrice en une femme désespérée de plaire à son nouveau mari, même à mes dépens. 6 heures après mon appel, Hélène revint, l'air légèrement surpris. Votre père est là, dit-elle. Et vous n'aviez pas mentionné qu'il venait en jet privé. Et, quoi? Viens. Ils t'attendent dans le terminal privé. Dans un état second, j'ai suivi Hélène à travers les couloirs de service et jusqu'à un bâtiment séparé dont je ne connaissais même pas l'existence. Et là, se tenant à côté d'un jet blanc élégant avec « Dubois Technologies » peint sur le côté, se trouvait mon père. Il semblait différent de mes souvenirs, plus confiant, vêtu d'un costume sur mesure plutôt que des jeans usés et des chemises boutonnées dont je me souvenais. Mais ses yeux étaient les mêmes, et ils se remplirent de larmes quand il me vit. Nous nous sommes heurtés dans une étreinte qui faillit nous faire tomber tous les deux. Je suis là, Cam, murmura-t-il contre mes cheveux. Je suis là, et je ne te quitterai plus jamais. À cet instant, entouré par le bruit lointain du jet et l'étreinte protectrice de mon père, je pris une décision. Je ne retournerai pas dans une maison où j'étais une arrière-pensée. Je ne languirai pas après une mère qui pouvait partir sans regarder en arrière. Je reconstruirai ma vie tout comme mon père avait reconstruit la sienne, et je n'accepterai plus jamais d'être traité comme moins que ce que je méritais. L'intérieur du jet privé n'avait rien de ce que j'avais imaginé. Siège en cuir crème, table en bois poli, et une petite kitchenette avec une hôtesse de l'air nommée Carole, qui m'offrit immédiatement un chocolat chaud. Votre père a mentionné que c'était votre préféré, dit-elle avec un sourire chaleureux.
J'ai jeté un coup d'œil à papa, surprise qu'il se souvienne d'un tel détail après nos années de séparation. Il s'assit en face de moi, son expression un mélange d'inquiétude et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la fierté, peut-être. Dubois Technologies, dis-je, indiquant du geste le logo que j'avais vu sur l'extérieur de l'avion. Ça, c'est nouveau. Papa hocha la tête. Beaucoup de choses ont changé ces dernières années, Cam. Quand j'ai déménagé sur la Côte d'Azur, mon entreprise était en faillite. J'ai dû repartir de zéro avec presque rien. Maman a toujours dit que tu avais choisi ta carrière plutôt que nous. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le divorce était compliqué. Mais je n'ai jamais rien choisi plutôt que toi. Jamais. Alors que le jet croisait à 30 000 pieds. Papa expliqua comment il avait transformé son entreprise de conseil en une société de développement de logiciels spécialisés dans la cybersécurité. 3 années de quasi-faillite suivies par un brevet révolutionnaire qui attira d'importants investisseurs. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai demandé à propos de ton succès. J'ai essayé Camille. J'ai envoyé des lettres, passé des appels. Il hésita. Je commence à penser qu'ils ne t'ont pas tous atteint. J'ai pensé à la communication sporadique, aux cadeaux d'anniversaire manquants, aux visites annulées. Je pense que maman a pu interférer. Papa n'eut pas l'air surpris, juste triste. Nous réglerons tout cela plus tard. Pour l'instant, je veux m'assurer que tu vas bien. Ce que ta mère a fait aujourd'hui était inexcusable et illégal, ajoutai-je, me souvenant des mots d'Hélène. Oui, l'abandon d'un mineur est une infraction grave. Il se pencha en avant. Mais avant d'aborder toute question juridique, je dois savoir ce que tu veux, Cam. Pas ce que je veux, pas ce que dit la loi, mais ce que tu veux. Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Que voulais-je? La réponse vint avec une clarté surprenante. Je ne veux pas retourner là-bas. Pas dans cette maison. Pas chez maman et Antoine et leur nouvelle famille parfaite où je ne suis qu'un inconvénient. Papa hocha lentement la tête. Alors tu ne le feras pas. La Côte d'Azur a d'excellentes écoles et ma maison a beaucoup de place. Mais ce n'est pas une décision à prendre dans le feu de l'émotion. Nous pouvons y aller jour après jour. Nous atterrîmes sur un petit aérodrome privé à l'extérieur de Nice alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose éclatants. Une voiture noire élégante attendait sur le tarmac. Conduite par une femme qui se présenta comme Nathalie, l'assistante exécutive de papa. Nous avons préparé la suite d'invités pour Camille, dit-elle à papa. Et j'ai reprogrammé vos réunions de Tokyo pour la semaine prochaine comme demandé. Merci, Nathalie. Je travaillerai de la maison dans un avenir prévisible. J'ai réalisé qu'il annulait des voyages d'affaires internationaux pour rester avec moi et cette prise de conscience réchauffa quelque chose de froid en moi. La maison de papa ne ressemblait en rien à notre charentaise de La Rochelle. Perchée sur une colline du Cap d'Antibes, la structure moderne de verre et d'acier surplombait la Méditerranée. Ma suite d'invités s'avéra être plus grande que tout mon étage supérieur dans la maison de maman. Avec une salle de bain privée, un coin salon, et un balcon avec vue sur l'océan. C'est temporaire, m'assura papa, interprétant mal mon expression submergée. Si tu décides de rester, nous pourrons décorer ta propre chambre comme tu le souhaites. Cette première nuit sur la Côte d'Azur fut surréaliste. Je me suis douché dans une salle de bain inconnue avec des articles de toilette coûteux. Des pyjamas que Nathalie avait prévoyant acheter puisque je n'avais que les vêtements sur mon dos et je me suis couché dans un lit qui me semblait à la fois luxueux et étrange. Papa frappa doucement vers 22 heures. Apportant une tasse de chocolat chaud. Je pensais que tu pourrais avoir du mal à dormir. Je me suis assise en roulant mes bras autour de mes genoux. Savais-tu comment ça se passait chez maman? Il s'assit sur le bord du lit. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Tes appels devinrent moins fréquents, plus prudents. Quand je venais, tu semblais diminuer en quelque sorte. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Que se passe-t-il maintenant? Demain, nous appellerons maître Laurent Duval. C'est le meilleur avocat en droit de la famille sur la Côte d'Azur. Nous discuterons de nos options. Il hésita. Et pendant qu'il s'occupe du côté juridique, nous travaillerons à nous connaître à nouveau. Pendant des années, c'est long, Cam. J'ai manqué tant de choses de ta vie. Tu m'as manqué aussi, papa. Après son départ, je me suis tenu sur le balcon regardant le clair de lune scintiller sur l'océan.
Mon téléphone vibra avec un message de maman. Atterri sain et sauf à Londres. J'espère que tu es rentré à la maison sans problème. Le message désinvolte après ce qu'elle avait fait alluma une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai éteint mon téléphone sans répondre et suis retourné me coucher pour la première fois depuis des années. Je me suis endormi en me sentant en sécurité. Le lendemain matin, papa me fit visiter sa maison, qui incluait un studio de photographie de pointe. Tu as mentionné dans ta lettre de Noël il y a 2 ans que tu t'intéressais à la photographie, expliqua-t-il. Je pensais que peut-être nous pourrions partager ce hobby. Le fait qu'il se souvint d'un détail d'une lettre dont je me rappelais à peine l'avoir envoyée me fit monter les larmes aux yeux. Plus tard ce jour-là, nous avons visité le siège social de l'entreprise de papa à Nice. Dubois Technologies occupait 3 étages d'un bâtiment moderne près de la plage. Les employés saluèrent papa avec un respect sincère, et plusieurs mentionnèrent avoir entendu parler de moi au fil des ans. Votre père parle de vous constamment, dit Léa, sa directrice marketing. Nous avons tous vu vos photos d'école sur son bureau. J'ai jeté un coup d'œil à papa, qui semblait légèrement embarrassé. J'ai pu me vanter un peu de tes réussites académiques. Dans son bureau, j'ai vu ce que Léa voulait dire. Parmi les récompenses de l'industrie et les magazines d'affaires présentant l'entreprise de papa se trouvait une exposition encadrée de photos d'école retraçant ma croissance de 12 à 16 ans. Avec des coupures de journaux sur mes victoires au concours de photographie. Tu as gardé la trace de tout, murmurai-je. Bien sûr que oui, Camille. Tu es ma fille. Ce n'est pas parce que je n'étais pas là que je ne regardais pas, n'encourageais pas de loin. Pendant que papa assistait à une brève réunion, Nathalie m'aida à faire une liste des articles essentiels dont j'avais besoin. Dans l'après-midi, nous avions acheté des vêtements, des articles de toilette, et même un nouvel ordinateur portable. Votre père a mentionné que vous pourriez rester longtemps, dit Nathalie avec prudence tandis que nous chargions les sacs de shopping dans la voiture. Il est plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Je pense que je vais rester, dis-je, surprise par ma propre certitude. Mais nous devons régler les choses légalement. 2 jours plus tard, maître Laurent Duval arriva à la maison. L'éminent avocat écouta attentivement tandis que je décrivais l'abandon à l'aéroport et les années de négligence émotionnelle qui l'avaient précédé. Ce que votre mère a fait constitue un abandon d'enfant selon les lois du Poitou-Charentais de la région niçoise, expliqua-t-il. Nous avons des motifs pour demander un changement immédiat de garde. Avant de faire quoi que ce soit, je veux récupérer mes affaires de La Rochelle, dis-je. Mon équipement photographique, mes effets personnels. Maman et Antoine ne seront pas de retour avant 2 semaines. Maître Duval et papa échangèrent des regards. Cela pourrait être arrangé, dit Maître Duval avec prudence. Mais nous aurions besoin de tout documenter correctement. 2 jours plus tard, papa et moi avons volé de retour à La Rochelle dans son jet privé, accompagné de Maître Duval et d'un photographe professionnel qui documenterait l'état de la maison et mes affaires. Utilisant ma clé, nous sommes entrés dans la maison silencieuse. Tout était exactement comme je l'avais laissé, à l'exception d'un détail. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une pile de courriers qui m'étaient adressés, élastiqués par année. Cartes d'anniversaire, cartes de Noël, cartes postales des voyages d'affaires de papa. Certaines enveloppes contenaient des cartes cadeaux ou des chèques qui n'avaient jamais été encaissés. Elle les a gardés pour moi, murmurai-je, montrant à papa. Toutes ces années, son expression se durcit. Documenter tout, dit-il au photographe. Chaque courrier, chaque pièce, tout dans ma chambre, j'ai trouvé plus de preuves de la tromperie de maman. Dans le tiroir de mon bureau sous des papiers d'école se trouvait un dossier contenant des courriels imprimés de papa que je n'avais jamais vus. Des itinéraires de vol pour des visites qui avaient été annulées avec des excuses concernant les engagements professionnels de papa et même des brochures pour des programmes d'été sur la Côte d'Azur que papa avait apparemment suggérés. Tandis que je faisais mes affaires, j'ai ressenti un étrange détachement de la pièce qui avait été la mienne depuis l'enfance. L'espace ne ressemblait plus à une maison. C'était un musée d'une vie que je laissais derrière moi. Avant de partir, j'ai écrit une brève note. Je suis en sécurité avec papa. N'essaie pas de me contacter. Mon avocat sera en contact. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine à côté du courrier non ouvert. Un témoignage silencieux de années de tromperie. Alors que notre avion décollait du sol charentais, je n'ai pas regardé en arrière. Mon avenir m'attendait sur la Côte d'Azur avec un père qui n'avait jamais cessé de m'aimer. Même quand la distance et la tromperie nous séparaient, ma première semaine sur la Côte d'Azur passa dans un flou d'arrangements pratiques.
Papa m'a inscrite au lycée Fénelon, une école privée académiquement rigoureuse à Antibes. Maître Laurent Duval déposa des papiers de garde d'urgence devant les tribunaux de La Rochelle et de Nice. Une thérapeute nommée Dr Claire Martin fut engagée pour m'aider à gérer le traumatisme de l'abandon. L'adaptation prendra du temps, avertit le docteur Martin lors de notre première séance. Vous avez vécu une trahison profonde de la part de la personne qui aurait dû vous protéger le plus. Pendant ce temps, maman était rentrée d'Europe pour trouver ma note et ma chambre vide. Ses appels et messages passèrent de nouvelles désinvoltes à des exigences frénétiques pour savoir où j'étais. Je maintenais un silence radio sur les conseils de Maître Duval, bien que chaque appel ignoré tordît quelque chose de douloureux en moi. Elle t'a abandonné à un aéroport, rappela papa doucement quand il me trouva fixant mon téléphone. Tu ne lui dois pas de réponse immédiate. 2 semaines après mon arrivée sur la Côte d'Azur, j'ai commencé l'école. Le lycée Fénelon ne ressemblait en rien à mon lycée public de La Rochelle. Les classes étaient plus petites, les professeurs plus impliqués, et le campus ressemblait à un petit établissement avec son architecture de style méditerranéen et ses pelouses bien entretenues. Mon premier jour, j'ai rencontré Jessica Fournier en cours de photographie. Elle me remarqua luttant avec du matériel inconnu et offrit de l'aide sans condescendance. Nouvelle, n'est-ce pas, dit-elle avec un sourire chaleureux. J'étais la nouvelle l'année dernière. Ça va mieux, je te promets. Jessica devint ma première véritable amie sur la Côte d'Azur, m'invitant à déjeuner avec son groupe et proposant de me faire visiter la région niçoise le week-end. Contrairement à mes camarades de classe de La Rochelle qui me connaissaient comme la fille de Stéphane ou plus tard l'amie de la belle-fille d'Antoine, Jessica et les autres au lycée Fénelon me voyaient simplement comme Camille. Tu es différente ici, observa papa après mon premier mois au lycée Fénelon. Nous partagions le dîner sur la terrasse, regardant le coucher de soleil sur la Méditerranée. Plus confiante, je me sens différente. J'ai admis, comme si je pouvais respirer à nouveau. Papa avait transformé notre relation avec une minutie caractéristique. Il réorganisa son emploi du temps pour être à la maison quand je rentrais de l'école. Nous avons établi des sorties photos hebdomadaires pour explorer les paysages de la Côte d'Azur. Il assista à chaque événement scolaire, s'asseyant au premier rang à mon exposition de photographie et rayonnant d'une fierté sans retenue. Quand il apprit mon intérêt pour la manipulation numérique, il me surprit avec un logiciel d'édition professionnelle et arrangea des leçons privées avec un photographe de renom. Ton talent mérite d'être bien nourri, expliqua-t-il. Les procédures légales avancèrent régulièrement. Maître Duval demanda avec succès la garde complète temporaire basée sur l'incident de l'abandon. Maman embaucha son propre avocat qui tenta de dépeindre papa comme un père absent qui avait soudainement décidé de jouer les parents. La stratégie se retourna contre elle quand Maître Duval présenta les preuves documentées des communications interceptées et des visites annulées. 3 mois après l'incident de l'aéroport, nous sommes retournés à La Rochelle pour une audience formelle de garde. Voir maman de l'autre côté de la salle d'audience fut plus difficile que je ne l'avais anticipé. Elle semblait plus petite en quelque sorte, ses vêtements de créateur pendant lâchement sur sa silhouette. Des cernes sous ses yeux. Camille, appela-t-elle, s'avançant vers moi. Mais Maître Duval l'intercepta avec tact. Toutes les communications doivent passer par les avocats, Madame Bernard, dit-il fermement. L'audience elle-même fut sans surprise. La juge Sylvie Lefebvre examina les preuves, m'interrogea en privé dans ses appartements, et rendit sa décision avec une claire désapprobation envers ma mère. Madame Bernard, le tribunal estime que vos actions ont constitué un abandon d'enfant selon le droit régional. De plus, le schéma documenté d'aliénation parentale est profondément préoccupant. Elle se tourna vers mon père. Monsieur Dubois, le tribunal accorde votre requête pour la garde complète de l'enfant mineur. Le son du marteau de la juge résonna avec finalité. Maman s'effondra sur sa chaise tandis qu'Antoine, assis derrière elle, consulta simplement sa montre comme si la procédure avait pris trop de son temps précieux. À l'extérieur du palais de justice, maman nous rattrapa sur le parking. Tu as détruit notre famille, accusa-t-elle papa. Non, Stéphane. C'est toi qui as fait cela quand tu as laissé notre fille de 16 ans seule à un aéroport. La voix de papa était calme mais ferme. C'est toi qui as fait cela quand tu as caché mes lettres et annulé mes visites. Je veux parler à Camille seule, exigea-t-elle. Papa me regarda d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. 5 minutes. Quand papa s'écarta, la façade composée de maman s'effondra. Pourquoi me fais-tu ça? Sais-tu comment ça paraît? Les amis d'Antoine, nos voisins, tout le monde en parle.
La révélation me stupéfia. Après tout, elle s'inquiétait des apparences. Tu m'as abandonné à un aéroport, maman. Tu as choisi Antoine et ses enfants plutôt que ta propre fille. Ce n'était que des vacances, insista TL. Tu es dramatique comme d'habitude. Ce n'était pas juste des vacances. C'était le message final que je ne comptais pas dans ta nouvelle vie. Je fis un pas en arrière, créant une distance physique qui correspondait au gouffre émotionnel entre nous. Je ne reviendrai pas. J'ai trouvé un endroit où j'appartiens avec quelqu'un qui me fait passer en premier. Il te décevra, avertit-elle. Il le fait toujours. Non, maman. C'est ce que tu as fait. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Le tribunal t'a ordonné de payer la pension alimentaire rétroactive puisque tu as violé l'accord de garde. Papa en fait don à une fondation pour enfants abandonnés. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Retourner sur la Côte d'Azur après l'audience fut comme rentrer à la maison. Ma suite d'invités temporaires avait évolué en un sanctuaire personnalisé avec du matériel photographique, des fournitures d'art, et un mur d'images capturant ma nouvelle vie. Papa m'avait même surprise avec la conversion d'un espace de rangement inutilisé en chambre noire. Tandis que ma deuxième année de lycée avançait, j'ai prospéré académiquement et socialement. Ma photographie a gagné des concours régionaux et a été présentée dans le journal d'art de l'école. Jessica et moi sommes devenus inséparables, passant les week-ends à explorer la région niçoise avec nos appareils photo, capturant tout, des paysages urbains au coucher de soleil sur la plage. L'entreprise de papa continua de prospérer, mais il maintint son engagement à être présent dans ma vie. Nous avons établi nos propres traditions. Petit déjeuner du dimanche dans un café en bord de mer, road trips photo mensuels, et soirée cinéma hebdomadaire où nous choisissions les films à tour de rôle. Le docteur Martin m'aida à gérer les émotions complexes entourant la trahison de maman. La guérison n'est pas linéaire, me rappela-t-elle pendant les séances. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et c'est normal. Elle avait raison. Il y eut des nuits où j'ai pleuré me souvenant de la mère qui m'avait autrefois tressé les cheveux et embrassé mes genoux écorchés. Il y eut des jours où je fus enragé de la facilité avec laquelle elle m'avait écarté, mais progressivement la douleur vive s'estompa en une douleur gérable. Les tentatives de contact de maman devinrent moins fréquentes. Elle envoya une carte de Noël signée seulement par elle, pas Antoine. Elle envoya par la poste un cadeau d'anniversaire qui arriva 3 semaines en retard. Chaque geste semblait une obligation plutôt qu'une véritable connexion. Par contraste, ma relation avec papa s'approfondit à travers des moments ordinaires et extraordinaires. Il m'apprit à conduire sur la route de la Corniche d'Or. Pourquoi les phalanges nouaient mes patients quand j'ai attrapé la grippe? Il travailla de la maison pendant une semaine, apportant de la soupe au poulet et lisant à voix haute mes livres préférés comme il l'avait fait quand j'étais petite. J'ai tellement manqué, dit-il un soir alors que nous examinions des brochures d'université. Ma 3e année de lycée se terminait et l'avenir m'appelait. Je ne me pardonnerai jamais les années que nous avons perdues. Ce n'était pas ta faute, les jeux assuraient. Et nous avons maintenant. Nous avons l'avenir. La transformation de ma vie fut complète lorsque le jour de mon 18e anniversaire, papa me présenta les papiers d'adoption pour Nathalie, avec qui il sortait depuis 1 an. Seulement si tu le veux, dit Nathalie, son expression nerveuse mais pleine d'espoir. Je n'essaierai jamais de remplacer ta mère, Camille, mais je serais honoré d'être ta belle-mère en plus qu'en nom. Je les serrai dans mes bras férocement. Nathalie m'avait montré à quoi ressemblait le véritable amour maternel à travers des actions constantes plutôt que des paroles creuses. Elle assistait à mes événements scolaires, respectait mes limites, célébrait mes succès, et me soutenait à travers les revers. J'aimerais beaucoup cela, lui dis-je. Tandis que je me préparais pour ma dernière année de lycée, j'ai réfléchi au voyage d'adolescente abandonnée à jeune femme confiante. La trahison à l'aéroport qui avait autrefois semblé la fin de mon monde était au lieu de cela devenu le début de quelque chose de meilleur. Une vie construite sur l'amour authentique, et le respect mutuel. La dernière année de lycée apporta les candidatures universitaires, la photographie, le développement de portfolio, et la nouvelle inattendue que maman et Antoine avaient divorcé. L'information vint via un courriel de maman. Antoine et moi nous sommes séparés. J'ai déménagé dans un appartement à La Rochelle. J'ai pensé que tu devrais le savoir. J'ai montré le message à papa pendant notre petit déjeuner dominical hebdomadaire au Cap d'Antibes. Penses-tu que je devrais répondre? Il réfléchit attentivement avant de répondre. C'est entièrement ta décision, Cam. Que ressens-tu?
Après 2 ans de contact limité, ma colère s'était refroidie en quelque chose de plus complexe. Pas le pardon exactement, mais une compréhension détachée des défauts et des faiblesses de maman. Je pense que je devrais le reconnaître, décidai-je. Mais je ne suis pas prête pour plus. Ma réponse fut simple. Je suis désolé d'apprendre votre divorce. J'espère que vous prenez soin de vous. Sa réponse vint en quelques minutes. Tu me manques. Pouvons-nous parler un jour? Le docteur Martin m'aida à naviguer dans ce développement inattendu. Vous avez fait un travail formidable de guérison, dit-elle pendant notre session maintenant mensuelle. Une conversation pourrait apporter une clôture, mais seulement si vous êtes prête. Après mûre réflexion, j'ai accepté un appel vidéo. Voir le visage de maman sur l'écran de mon ordinateur portable fut choquant. Elle semblait plus âgée, le vernis confiant de son moi de l'air Antoine remplacé par quelque chose de plus vulnérable. « Tu es magnifique, Camille, dit-elle. Sa voix épaisse d'émotion. Ton père doit bien prendre soin de toi. Il le fait. Nous allons bien. Je gardai mes réponses mesurées, protectrices de la vie et de la guérison que j'avais bâtie. J'ai fait de terribles erreurs, admit-elle, me surprenant par sa franchise. L'aéroport. Je ne sais pas à quoi je pensais. Antoine avait un tel contrôle sur tout, y compris moi. Ce n'est pas une excuse, maman. Tu as fait des choix. Je sais. Elle essuya des larmes. Quand tu es parti, quand le tribunal m'a retiré la garde, je me suis dit que tu étais dramatique, que tu reviendrais, mais tu ne l'as pas fait, et finalement j'ai dû affronter ce que j'avais fait. Elle expliqua qu'après avoir perdu la garde, sa relation avec Antoine s'était détériorée. Il ressentait de la rancœur envers l'attention négative du procès et les implications financières des paiements de pensions alimentaires rétroactives. Adèle et Étienne, maintenant à l'université, venaient à peine rendre visite. J'ai tout perdu, dit-elle, ma fille, mon mariage, ma maison. Je suis désolé que tu souffres, dis-je et je le pensais. Mais je ne suis pas désolé d'être parti. C'était le choix le plus sain que j'aurais pu faire. Me pardonneras-tu jamais? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je ne porte plus la colère, mais la confiance est différente. Il faudrait que tu la regagnes. Et je ne suis pas sûr que tu le puisses. Après l'appel, je me suis senti plus légère en quelque sorte. La conversation n'avait pas tout réglé comme par magie, mais elle avait déplacé quelque chose en moi. Je n'étais plus défini par son abandon. J'étais défini par la manière dont je m'étais élevé au-dessus de cela. La confrontation la plus inattendue vint en avril de ma dernière année de lycée quand Antoine Bernard apparut sans annonce à une exposition de photographie présentant mon travail dans une petite galerie des environs de Nice. Papa le repéra en premier, sa posture se crispant immédiatement. « Que fait-il ici » marmonna papa. Je plaçai une main apaisante sur son bras. « C'est bon. Je peux gérer ça. » Antoine s'approcha maladroitement, semblant déplacé parmi la foule artistique. « Travail impressionnant, dit-il, indiquant du geste mes photographies. Tu t'en es bien sorti. »« Merci, répondis-je d'un ton neutre. »« Qu'est-ce qui vous amène sur la Côte d'Azur ? Réunion d'affaires ?» Il se déplaça inconfortablement. Et je voulais m'excuser. Ce qui s'est passé à l'aéroport. La façon dont tu as été traité chez nous, c'était mal. L'aveu me stupéfia. Pourquoi non? Ça fait plus de 2 ans. Mes propres enfants me parlent à peine maintenant, admit-il. Adèle m'a dit récemment que la façon dont je t'ai traité lui a montré quel genre d'homme j'étais vraiment. Elle avait raison. J'ai étudié l'homme qui avait autrefois détenu un tel pouvoir sur ma vie. Il semblait plus petit maintenant, moins imposant. J'apprécie les excuses, dis-je finalement. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Non, ça ne change rien. Il me tendit une carte de visite. Si jamais tu as besoin de quelque chose, eh bien, je te dois au moins cela. Après son départ, papa me trouva fixant ma photographie principale. Une adolescente seule dans un terminal d'aéroport, entourée de voyageurs, mais complètement isolée. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Mieux que bien » réalisai-je. Je pense que je viens de clore un chapitre. La dernière pièce de justice vint avec mes acceptations universitaires. On m'avait offert des bourses pour plusieurs programmes de photographie prestigieux, y compris un à l'université Côte d'Azur qui me permettrait de rester proche de papa et Nathalie, maintenant mariés et attendant un bébé.
Le jour où j'ai accepté l'offre de l'Université Côte d'Azur, j'ai reçu une lettre de maman. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant substantiel. C'est l'argent qu'Antoine avait mis de côté pour l'éducation de ses enfants, expliqua sa note. Je l'ai convaincu que tu méritais une part égale. Cela ne compensera pas le passé, mais peut-être que ça pourra aider ton avenir. Après en avoir discuté avec papa, j'ai décidé d'accepter l'argent, mais de le destiner à un but spécifique. J'ai établi la Fondation du Bois pour la photographie des jeunes, une organisation à but non lucratif qui fournissait du matériel et du mentorat aux adolescents défavorisés intéressés par les arts visuels. À ma remise de diplôme du lycée, j'ai scanné l'audience tandis que je traversais la scène. Papa et Nathalie étaient devant et au centre. Papa filmait tandis que Nathalie, montrant sa grossesse, encourageait bruyamment. La famille de Jessica leur avait gardé des places, créant une communauté de soutien que je n'avais jamais espéré trouver. Et au dernier rang, presque cachée, était assise ma mère. Elle ne m'avait pas dit qu'elle venait. Mais nos appels vidéo occasionnels avaient progressivement construit un pont fragile de communication. Pas le pardon, pas encore. Mais peut-être le début d'un autre genre de relation. Tandis que j'acceptais mon diplôme, j'ai regardé directement papa. Son sourire fier, les larmes qu'il ne prit pas la peine de cacher, reflétaient l'amour inconditionnel qui m'avait sauvé quand j'en avais le plus besoin. La fille abandonnée de l'aéroport avait trouvé son chemin vers la maison. Après tout, aujourd'hui à 34 ans, je dirige le studio photographique du Bois dans le quartier animé de la Croix-Rousse à Lyon. Les murs en briques apparentes exposent mon travail primé aux côtés des photographes émergents que je mentorise à travers la fondation. Mon parcours d'adolescente abandonnée à entrepreneuse à succès ne fut pas linéaire. Mais chaque étape m'a appris quelque chose de précieux. L'Université Côte d'Azur m'a apporté des compétences techniques et une vision artistique, mais la véritable éducation est venue à travers le travail continu de guérison. Le docteur Martin resta ma thérapeute tout au long de mes années d'études universitaires, m'aidant à naviguer les émotions complexes qui surgissaient lors de jalons comme mon 21e anniversaire et ma remise de diplôme universitaire. Le traumatisme ne disparaît pas, expliqua-t-elle pendant une session particulièrement difficile après que maman ait manqué ma remise de diplôme en raison de conflits d'emploi du temps, mais nous pouvons apprendre à le porter différemment pour l'intégrer à notre histoire sans le laisser nous définir. Cette intégration prit de nombreuses formes. J'ai créé une série photographique intitulée L'espace abandonné et qui a voyagé dans des galeries à travers le pays, transformant ma douleur personnelle en art qui a résonné auprès d'autres qui avaient vécu le rejet. J'ai fait du bénévolat dans des programmes de soutien pour les jeunes, mentorant des adolescents naviguant des perturbations familiales similaires aux miennes. Papa resta mon soutien indéfectible, passant de parent protecteur à conseiller de confiance tandis que je mûrissais. Quand Dubois Technologies entra en bourse pendant ma 3e année d'université, le rendant plus riche que je ne pouvais le comprendre, il établit une fiducie pour moi que j'ai largement réorientée vers la fondation. Je suis fier de ta générosité, me dit-il. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Notre passion partagée pour la photographie évolua en un partenariat commercial lorsque j'ai obtenu mon diplôme. Les connaissances techniques de papa associées à ma vision artistique créèrent des applications innovantes de photographie numérique qui complétèrent les revenus de mon studio. Chaque dimanche, indépendamment de nos emplois du temps chargés, nous maintenions notre tradition du petit déjeuner, incluant maintenant Nathalie et mon demi-frère Jacques, nommé d'après papa. Ma relation avec maman se développa lentement avec des limites prudentes. Après l'université, j'ai accepté des visites occasionnelles quand les affaires me menaient sur la côte atlantique. Elle avait vendu la maison de La Rochelle et s'était installée dans un modeste studio. Travailler à nouveau dans l'immobilier après le règlement du divorce s'avéra moins généreux que prévu. J'essaie d'être la personne que j'aurais dû être, me dit-elle pendant une visite. Je sais qu'il est trop tard pour être la mère dont tu avais besoin alors, mais peut-être que je peux être quelqu'un de positif dans ta vie maintenant. L'abandon à l'aéroport, ironiquement, m'a appris à reconnaître l'amour authentique. Quand j'ai rencontré David Moreau lors d'une conférence de photographie à la fin de la vingtaine, j'ai abordé la relation avec une sagesse durement acquise. Sa patience, sa constance, et son respect révélèrent un caractère à qui je pouvais confier mon cœur. J'ai tellement entendu parler de vous, dit David en rencontrant papa pour la première fois. Camille dit, vous êtes la référence à laquelle elle mesure l'intégrité. Papa parut embarrassé mais satisfait. J'essaie juste d'être là quand elle avait besoin de moi. C'est exactement cela l'intégrité, répondit David. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie en bord de mer au Cap d'Antibes près de l'endroit où la maison de papa se tenait autrefois avant qu'il ne réduise sa taille pour un appartement confortable après la retraite.
Maman a assisté. Maintenant des limites appropriées et même partageant une conversation civile avec papa et Nathalie pendant la réception. Tu as créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de douloureux, reconnut elle. Regardant tandis que David et moi dansions sous des guirlandes lumineuses sur la plage. Je suis désolé pour ma part dans la douleur, mais je suis heureuse que tu aies trouvé ta voie. Guérir ne signifie pas oublier. Je me souviens encore du poids de mon sac de cabine dans le terminal de l'aéroport, du son des pas s'éloignant de maman, de la panique froide de l'abandon. Mais ces souvenirs ne me contrôlent plus. Ils sont simplement une partie d'une histoire plus vaste qui inclut le triomphe, la résilience, et des bénédictions inattendues. Quand notre fille Lily est née, je me suis fait 2 promesses. Je ne la laisserai jamais douter de sa valeur dans notre famille. Et je lui apprendrai que les gens peuvent se remettre même des trahisons les plus profondes. Avec le recul à 34 ans, je peux voir comment l'abandon à l'aéroport est devenu le catalyseur inattendu de tout ce qui est bon dans ma vie. Il m'a reconnecté avec mon père, dont l'amour n'a jamais faibli, même lorsque la distance nous séparait. Il m'a appris à reconnaître ma propre force et ma résilience. Il m'a montré la différence entre les relations toxiques et les relations saines. Le plus important, il m'a appris que la famille n'est pas définie par l'obligation ou le sang seul, mais par l'amour constant, le respect, et la présence. La famille que j'ai bâtie inclut mon père et Nathalie. Mon mari David et notre fille Lily, mon demi-frère Jacques, et des amis comme Jessica, qui m'ont soutenu pendant les transitions les plus difficiles. Maman existe à la périphérie de ce cercle familial. Notre relation respectueuse mais prudente. Certaines plaies guérissent complètement, d'autres laissent des cicatrices qui nous rappellent notre parcours. Ma relation avec elle tombe dans cette dernière catégorie. Mais même cela représente une croissance par rapport à là où nous avons commencé. Si vous faites face à l'abandon ou à la trahison de la part de quelqu'un qui aurait dû vous protéger, sachez ceci. Ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute et cela ne définit pas votre valeur. Les personnes qui s'en vont révèlent leur propre caractère, pas le vôtre. Parfois, les fins les plus douloureuses créent de l'espace pour des débuts inattendus. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne où je partage plus de réflexions sur la résilience et la reconstruction dans les commentaires. J'aimerais entendre parler de vos propres expériences pour surmonter des situations familiales difficiles. Qu'est-ce qui vous a aidé à guérir? Quelles leçons avez-vous apprises? Votre histoire compte aussi. Et la partager pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. Souvenez-vous, la réponse la plus puissante à l'abandon n'est pas l'amertume ou la vengeance, mais bâtir une vie si pleine d'amour authentique que l'absence qui veut vous trouver ne devient qu'un simple chapitre dans une histoire bien plus longue et plus belle.